Bien, bonjour et bienvenue. Nous allons nous couvrir cette séance de conseil municipal. Je vous propose que nous désignions en tant que secrétaire de l'Assemblée M. Bertin Lambret et M. Vandenbusch l'aidera en qualité de secrétaire administratif. Personne ne s'y oppose. Monsieur Lambret, si vous voulez faire l'appel, merci. Bonsoir. Alors, Nicolas Bouche, Antoine Pierrot, Héloïse Gerbert, Pierre Bertin, Emmanuel Pichonna, Kassem Lemtiri, Barbara Leroy-Ledbeur, Gilles Dumay, Pascal Lucot, Fouad Laoutide, Sabine Dewasse, Emmanuel Magdelaine, Chantal Cousin, Thomas Hubert, Marie-Christine Goris, Nicolas Burlion, Anne Ramon, Xavier Deric, Martine Cacheux, Guillaume Lequieffre, Céline Doutrio, Yassir Moukrim, Christine Nizol, Bertin Lambret, donc présent, David Blancard, Quentin Vasseur, Claire Pila, présente. Carole Douron-Tanguy aura un peu de retard, Christophe Caudron aura du retard, Vanessa Larvan, Brigitte Enoch est absente, Laurent Frappard, Alain Mazereux, Pierre-Yves Pirat et Julien Boisse. Merci beaucoup. Merci. En ouverture de cette séance, je souhaitais que nous puissions rendre hommage à l'un de nos prédécesseurs dans cette assemblée, Monsieur René Corrat. J'ai proposé à Monsieur Pirat, Monsieur Boisse, de dire quelques mots en sa mémoire, et donc je leur passe, s'ils le souhaitent, la parole. Merci, monsieur le maire. René Corrat est décédé le 10 mai. Issu d'une famille nombreuse, il revendiquait inlassablement les avancées sociales qui permettent le bonheur collectif. Toute discussion était pour lui l'occasion de démontrer le besoin de changement pour que tous puissent vivre dignement. Il a pris des responsabilités dans des associations, le don du sang ou la transplantation d'organes. Il a aidé avec générosité de nombreuses personnes. À 81 ans, il s'inquiétait encore du devenir de son jeune voisin, prêt à tout remuer pour l'aider. Il a agi pour que la cité familiale soit considérée comme tout quartier lambersartois. Il ne manquait aucune occasion de rappeler la nécessité d'un dispositif anti-bruit le long de la rocade, par exemple. Soucieux des autres et des conditions de vie de tous, son engagement syndical et politique l'ont conduit à être conseiller municipal au titre du Parti communiste, donc comme vous le rappelez, de 89 à 95 et de 98 à 2001. Il s'y a investi pour rappeler que tous les lambersartois, quels qu'ils soient, sont dignes de considération. Il a poursuivi ce combat jusqu'à son dernier souffle. Nous gardons en mémoire son action au service de tous. Je vous remercie. Je m'associe à vos paroles et je propose que nous tenions une minute de silence en son hommage. Merci. Et je salue en notre nom à tous son épouse, sa fille qui sont présentes dans le public. Il n'aurait pas renié sans doute ce que je vais dire là dans les instants qui viennent. Je tenais à remercier
sincèrement le personnel municipal, les élus municipaux et les citoyens qui ont participé à un événement important de la vie de notre démocratie, les élections européennes, le 9 juin dernier. Ils ont consacré tout leur dimanche à tenir les bureaux de vote. C'est un exercice indispensable à la bonne vitalité de notre démocratie. Donc vraiment, merci à ceux qui se sont investis dans cette tâche et cette mission. Je ne remercie pas, et hélas, je le fais à chaque fois, les partis politiques qui ont fourni, pour certains, trop peu d'assesseurs, et pour beaucoup d'autres, aucun assesseur. C'est très bien de vouloir changer le monde, de vouloir défendre des idées, mais avant de changer le monde, il faut défendre la démocratie, et pour ça, eh bien, il est nécessaire de s'y investir. Je remercie par avance les mêmes, élus, citoyens, personnels, qui vont consacrer 2 dimanches à faire vivre cette démocratie. Sauf erreur de ma part, ce soir, je ne peux toujours pas remercier les candidats qui ont fourni trop peu ou pas du tout d'assesseurs. C'est particulièrement regrettable, mais c'est ainsi. Et les citoyens lambersartois, eh bien, pallieront cette absence d'investissement des militants de nos candidats. J'en ai fini pour ces communications. Nous passons donc aux délibérations. La première classique, c'est l'approbation du procès-verbal. Ah pardon, Monsieur Mazereux, allez-y. Je ne sais pas si c'est très protocolaire, mais comme vous le savez, Colette Marsh a été maire de Sosbo. Elle est décédée le 8 mai. Elle a été une des chevilles ouvrières de ce jumelage entre notre ville et la ville du Kent, donc Sosbo. Et j'aurais voulu que, si vous êtes d'accord, qu'on fasse également une minute de silence en sa mémoire. Je ne peux pas l'accepter, Monsieur Mazereux. Je suis d'accord avec votre intervention et vous avez bien fait de parler d'elle et de rappeler son engagement au service du jumelage entre nos villes. Donc c'est tout à votre honneur de le rappeler et ça sera bien sûr consigné dans le procès verbal et je m'associe à ce que vous avez dit là. Mais je souhaite réserver les minutes de silence aux élus qui nous ont précédés. Il est très difficile après sinon de fixer une limite. Il y a beaucoup de gens qui s'investissent dans beaucoup d'actions en faveur de Lambersart et Lambersartois ou d'activités toutes plus honorables que les unes que les autres. Et si je vous dis oui là et que demain je dois dire non à quelqu'un d'autre, ça sera compliqué. Donc ne le prenez pas pour vous, hein, vraiment, ça n'est pas le cas. Je souhaite que dans le cadre de ce conseil municipal, on respecte certaines règles et la règle, c'est de rendre hommage par une minute de silence à ceux qui nous ont précédés. Mais néanmoins, votre intervention est tout à fait justifiée et je vous remercie de l'avoir rappelé. Merci. Donc je reviens sur l'approbation du procès-verbal de la séance de notre dernier conseil municipal du 18 avril dernier. Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce qu'il y a des erreurs? Est-ce qu'il y a des choses à changer, à corriger? Non, donc je soumets cette délibération au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc à l'unanimité que ce PV est adopté. Vous avez eu dans le dossier du
du Conseil toutes les décisions, les marchés qui ont été passés depuis le dernier Conseil. Y a-t-il des questions, des interrogations sur telle ou telle décision, tel ou tel marché? Bien, donc nous prenons acte que ces décisions vous ont été communiquées, qu'elles vous ont été présentées et que vous avez pu poser toutes les questions qu'il fallait. Et je passe la parole à Madame Gerbert, qui va nous parler de politique de la ville. Merci beaucoup. Donc moi, je vais vous parler du nouveau contrat de ville et des solidarités, qui, je vais vous proposer donc une délibération à ce titre-là. Les contrats de ville sont arrivés à échéance au 31 décembre 2023. Et donc, du coup, une nouvelle déclinaison devait être mise en place pour les années 2024 à 2030. Et comme en même temps, au niveau national, il y avait une déclinaison territoriale du pacte national des solidarités sur la question de la lutte contre la pauvreté, il a été décidé en 2023, dans le cadre d'un comité de pilotage de politique de la ville, de fusionner les deux outils pour que il y ait un seul document qui soit le contrat de ville et des solidarités et qui vraiment coordonne, concentre toutes les politiques et toutes les actions qui vont être menées sur le territoire pour lutter contre la pauvreté. Donc, c'est la première chose. Il va y avoir donc une fusion entre les deux documents. Ensuite, il y a deux choses à retenir sur le contrat qui est métropolitain. La première, c'est que ça va intégrer une nouvelle géographie de la politique de la ville. Et cette nouvelle géographie qui a été décidée par décret et qui est à partir de maintenant applicable en 2024, intègre un élargissement du quartier du Paco-Vendrac dans le cadre de la politique de la ville. Pour ça, il est quand même à noter le travail d'argumentation qui s'est appuyé sur le travail de la DULM là-dessus. En gros, au niveau national, on avait une enveloppe qui était ISO. L'idée, c'était si un quartier sortait, il fallait qu'un autre quartier rentre. Pour qu'un nouveau quartier rentre, il fallait en faire sortir un autre. Et tout le dossier qui a été préparé, ça a été d'argumenter que la réalité de la métropole était telle que la pauvreté était plus importante que partout ailleurs dans le reste de la France et dans certaines autres métropoles. Et on a été entendu sur ce sujet, donc c'est plutôt heureux. Et c'est ce qui a permis au quartier du Paco-Vendrac de bénéficier aussi d'un élargissement qui est justifié, puisque le taux de pauvreté reste à un niveau assez haut, puisqu'on est à 37%. Il n'y a pas d'évolution sur ce taux, c'est-à-dire que ça ne s'est ni amélioré ni aggravé, ce qui n'est pas le cas dans les autres quartiers de la métropole. Par contre, ce qu'on peut noter comme situation géographique qui peut justifier, comme réalité et comme statistique qui peut justifier qu'on reste en QPV, c'est le taux de famille monoparentale qui atteint 43,5% sur le quartier du Paco-Vendrac, ce qui est énorme, puisqu'on est à peu près à 32% dans les autres QPV. Et enfin, le dernier chiffre qui justifie, entre autres, le classement du Paco-Vendrac en quartier politique de la ville, c'est le taux de jeunes de 16 à 25 ans qui sont ni scolarisés, ni avec un emploi, puisqu'on est à 31,7%, ce qui est un taux qui est quand même pas négligeable. Donc, à ce titre-là, le quartier a permis a pu être élargi dans sa géographie. On y a rajouté, pour ceux qui situent, la tour Chénier, qui n'était pas, qui comme elle était de l'autre côté de la rue, n'était pas dedans. Donc l'ensemble des tours sont dedans. Et ensuite, les résidences qui sont le long de l'avenue de la Liberté, la résidence du Paradisier, et puis il doit y avoir la résidence Jasmin, qui ont été aussi intégrées dans ce périmètre, ce qui va permettre de donner plus de cohérence et qui va faciliter aussi la réalisation des actions, puisque chaque fois qu'on a un financement politique de la ville, il faut qu'on puisse justifier que les bénéficiaires habitent le quartier. Et c'était difficile, avec un petit périmètre, d'avoir le taux de personnes concernées qui soient là-dedans. Donc, il est proposé donc après, au niveau des territoires, si on reste sur la politique territoriale, on avait aussi argumenté pour faire rentrer les
résidences sociales qui sont au niveau de la rue Louis Braille, gérées par le bailleur Partenord. Et on avait aussi essayé de faire rentrer quelques parties du PACO, de quartier Canteleu, qui remplissaient les critères de pauvreté, des critères aussi en termes d'habitat délabré et de transition écologique, puisque ça fait partie des objectifs. On n'y est pas arrivé, puisqu'il y a aussi, au niveau national, un critère de densité. Et là, on avait des trop petits secteurs. Mais la préfecture nous a accordé de pouvoir avoir ces 2 secteurs comme des quartiers d'attention particulière. Et donc, du coup, on pourra intégrer des habitants de ces secteurs-là dans le cadre de la politique de la ville. Et ça nous permet surtout d'intégrer le secteur Lavoisier et le quartier Lavoisier et le collège Lavoisier dans toutes les actions qui peuvent être menées dans le cadre de la politique de la ville. Et pourquoi pas imaginer créer une cité éducative qui met en place une gouvernance partagée de tous les acteurs éducatifs sur le secteur. Donc que ce soit le centre social, les 2 collèges et les acteurs villes. Le contrat de ville tel qu'il vous a été présenté, il est en annexe de cette délibération. Il a été le travail un travail collectif et participatif auquel beaucoup d'acteurs ont contribué. Et plusieurs ateliers ont eu lieu sur Lambersart. Donc je remercie les partenaires qui ont participé et je remercie aussi les services de la mairie qui ont participé à ces ateliers. C'était important et ça permet, j'espère, qu'on ait quelque chose qui colle à la réalité et aux besoins des habitants de ces quartiers, parce que c'est bien ça qui nous importe, c'est qu'on tienne compte des réalités sociales plus que de où est-ce que les gens habitent et s'ils sont du bon côté de la rue. Donc au niveau métropolitain, il y a 6 axes prioritaires qui ont été mis en place. Donc l'enjeu numéro 1, c'est lutter contre les inégalités dès l'enfance avec la réussite éducative pour tous les jeunes. Un deuxième axe autour de l'accès à l'emploi. Un troisième sur l'accès aux soins. Un quatrième sur le vivre ensemble. Un cinquième sur la transition écologique qui soit solidaire. Et enfin, la lutte contre l'isolement et la grande précarité. Donc tous ces enjeux ont vocation à être déclinés dans le cadre de plans d'action et il est demandé à tous les partenaires et tous les acteurs institutionnels comme l'État, la région, le département, la CAF, enfin, vous les trouverez tous dans le document, à s'impliquer sur les parties qui les concernent pour suivre donc les axes retenus. Au niveau local, au regard de ce qu'on a pu observer et décider, on a redécliné ces enjeux sur favoriser les chances de réussite éducative et scolaire pour tous en œuvrant pour le vivre ensemble et l'engagement de chacun. Ensuite, on a un deuxième axe qui est sur les opportunités d'une transition écologique qui soit à la fois sociale, juste et désirable, c'est-à-dire on insiste sur le fait qu'il faut que ça soit choisi par les habitants. Et enfin, un axe autour de la santé comme étant un état complet de bien-être physique, mental et social. Donc voilà les axes que nous proposons pour la ville de Lambersart et qui devront être d'ici la fin de l'année 2024 déclinés avec la mobilisation de tous les partenaires comme un plan d'action. On a insisté aussi pour qu'il y ait des indicateurs de suivi et d'évaluation qui soient fixés par rapport à cette politique et ça fait partie de la délibération. Et enfin, un dernier point sur la gouvernance du volet communal du contrat de ville. Donc il y aura à la fois une instance politique et stratégique qui va être mise en place dans le cadre d'un COPIL. Aussi des instances techniques et opérationnelles auxquelles il sera demandé de remettre en place des diagnostics en marchant et qu'elles travaillent aussi à la résolution de problèmes concrets. Donc avec des groupes de travail opérationnels pour résoudre des cas et des situations très concrètes. On insistera et on travaillera à ce que la gouvernance implique les différentes instances locales qui contribuent à la politique de la ville. Je pense par exemple au PEDT, mais aussi la cellule de veille sécurité. Donc ce sont des instances qui devront aller dans le sens des axes que nous nous sommes fixés. Et enfin, la gouvernance devra associer les habitants, notamment par le biais du conseil citoyen, mais aussi via les associations qui sont présentes sur le quartier. Je profite de cette délibération pour remercier les services pour le travail accompli pour réaliser ce document de référence qui a impliqué les partenaires et les habitants.
Vous pourrez lire en annexe notamment une analyse qui a été faite autour du parc Borloo et de sa fréquentation et des actions qui ont pu déjà être menées sur ce parc. J'insiste aussi sur le dernier point, là, la gouvernance. Vraiment, on souhaite que ça ne soit pas des instances qui vivent pour vivre et qui soient des choses sur lesquelles on a une contrainte et de convocation et de compte-rendu, mais vraiment que ça favorise l'articulation des différentes instances pour optimiser l'impact du contrat de ville au sein du quartier. Et surtout, puisqu'on parle d'argent quand même, garantir la transparence de l'action durant toute la durée de la convention. Sur ces bases, il est proposé aux membres du conseil municipal de prendre acte de la délibération de la MEL du 19 avril 2024 et aussi des engagements et des partenaires, et puis d'approuver la contribution communale. Merci. Quelqu'un souhaite prendre la parole? Monsieur Boisse. Merci, monsieur le maire. Comme vous l'avez rappelé, madame Gerbert, tout comme vous, nous avons reçu avec circonspection la décision préfectorale concernant la délimitation des quartiers prioritaires de la ville pour Lambersart. Si l'inclusion des bâtiments et rues oubliés dans le PACO est plutôt une bonne nouvelle, on a également regretté que ne soient pas inclus les secteurs du Canteleu que vous avez cité et du quartier Braille. Nous soutenons bien évidemment et vous remercions pour le travail qui a été fait pour que ces secteurs-là soient définis comme des périmètres locaux d'attention qui nous permettront et qui vous permettront de déployer des moyens pour justement parvenir aux objectifs de ce nouveau contrat de ville et des solidarités. Nous vous remercions aussi pour l'engagement qui est pris par la commune au travers des 4 axes que vous avez développés, les 4 axes prioritaires développés. On a juste une petite remarque sur le fait que dans la question du vivre ensemble, il serait, je pense, assez intéressant de rajouter aussi la question de la solidarité. Donc je sais que c'est inclus dans le contrat de ville et des solidarités, mais que ce soit cité de manière explicite sur la question de la solidarité dans le vivre ensemble, puisque la solidarité est nécessaire pour parvenir à un bien vivre ensemble. Nous connaissons tous l'implication du CCAS, des agents du CCAS, le travail qui est mené par ceux-ci pour permettre le vivre ensemble. Et on a un souhait, qui est que toutes les instances impliquées, que ce soit nous, que ce soit les autres partenaires, dans ce nouveau contrat de ville et de solidarité, soient réellement actives pour permettre le bien vivre ensemble. Et donc je pense que comme vous, nous attendons avec impatience la fin de l'année 2024 pour voir la déclinaison concrète et pouvoir apprécier les plans d'action qui seront mis en place dans le cadre de ce contrat de ville et des solidarités, qui est un beau document. On attend maintenant simplement la déclinaison concrète pour voir l'implication de tous les acteurs dans ce projet. C'est ce que je citais par rapport à la gouvernance. On est bien sûr d'accord sur à la fois l'implication concrète qui est attendue dans la contribution au plan d'action, mais ça va même jusqu'au suivi. Et dans le cadre de la gouvernance, l'objectif est bien que ça soit un concours de l'ensemble des actions qui aillent dans le même sens et qui soit opérationnel et au service des habitants. Bien, merci pour cette présentation qui résume des heures de réunion et de travail. Et pour une fois, on va féliciter l'État, que souvent ici on critique. Mais là, le fait d'avoir quand même rendu une cohérence géographique à ce QPV, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de la préfecture, mais ils ont fait quelque chose qui avait du sens. Donc je les en remercie. C'est une bonne chose, parce que avant on voulait proposer à un enfant de partir en vacances apprenantes. Il habitait en face de chez son copain, il ne pouvait pas y aller parce que c'était pas le bon côté de la rue. Là, il y a quand même tout un quartier géographique qui rentre dans ce QPV et donc dans ce qu'on peut proposer. Donc il faut le noter. Je mets donc cette délibération et donc ce contrat de ville et des solidarités au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est à l'unanimité. Merci.
Monsieur Lambret, je ne sais pas par quel miracle vous passez maintenant en vos délibérations. Je ne sais pas qui vous avez soudoyé pour ne plus passer le dernier, mais c'est à vous de parler. C'est un sacré compliment d'être dans les premiers cette fois-ci, et un sacré privilège qui me met une certaine pression. Puisque là, aujourd'hui, je suis sûr que tout le monde va écouter jusqu'au bout la délibération. D'autant plus que la première délibération, c'est le bilan annuel des cessions et des acquisitions qu'ont fait la ville sur l'année 2023. Concernant les cessions, en décembre 2022, nous avons décidé de vendre l'immeuble du 30 rue des Martyrs de la Résistance, sans les complications du conventionnement ANA qu'on avait imaginé initialement. La SAS LF Stone, qui était d'ailleurs l'unique intéressé, a finalisé l'achat en septembre 2023. Et donc notez qu'avec une seule offre, nous n'avons pas eu à organiser de vente aux enchères spectaculaire. Concernant la vente de terrain, nous avons eu d'autres terrains de céder. C'était des cessions à la Melle au niveau de la rue Vaillant. On a cédé une petite parcelle à la Melle pour l'aménagement de places de stationnement pour la modique somme de 1 euro symbolique. Si seulement tous nos problèmes se réglaient avec 1 euro. Nous avons aussi eu la cession allée Georges Delfosse, là aussi d'un transfert à la Melle pour le réaménagement du parking. Encore une fois à l'euro symbolique. Et avenue Henri Deléco, une troisième cession à la Melle, la parcelle AX 599 pour aménager une aire de stationnement. Cette cession a été finalisée en 2023. Je vous laisse deviner à quel prix, à l'euro symbolique. Concernant les acquisitions, l'année dernière, nous n'avons pas fait une seule acquisition. À noter qu'en 2024, nous allons être contraints de faire d'autres acquisitions dans le cadre de la neutralisation de notre amende SRU. Donc, je risque de revenir vers vous dans les prochains mois pour parler d'acquisition de biens immobiliers, comme nous avons pu le faire en 2022 et 2021. L'année dernière, la cession du terrain des Ormes, du triangle des Ormes, nous avait permis de pouvoir neutraliser notre amende SRU, ce qui fait que nous n'avons pas eu la nécessité d'acquérir des terrains en vue de les mettre en location auprès d'un bailleur social. Y a-t-il des questions sur ce bilan annuel ? Bien, donc nous prenons acte que ce bilan nous a été présenté et la délibération suivante. Alors, c'était pas dans cet ordre-là, mais c'est pas grave. C'est l'acquisition d'une maison type 1930. J'allais venir juste à la fin, donc j'en parlais sur les prochaines acquisitions. Donc du 59 avenue du Maréchal Leclerc. Donc ça, c'est toujours le sujet de notre impact SRU. Donc je disais qu'on allait revenir. J'avais prévu mon petit mot d'humour, mais je vais pas pouvoir le dire. Donc la métropole, la MEL, nous a délégué son droit de préemption le 28 février 2024 et nous avons exercé ce droit pour acquérir le bien donc situé au 59 avenue du Maréchal Leclerc et la décision a été notifiée le 29 février 2024. C'est une maison qui est cadastrée AZ86 et qui fait une superficie, le terrain, de 185 mètres carrés et que nous achèterons pour 200 000 euros. Ça a été validé par les services des domaines. Les frais notariés, qui sont estimés à 3 500 euros, seront également à la charge de la ville. La maison sera réhabilitée en vue d'une mise en location via donc un bail à réhabiliter auprès d'un bailleur social pour 1 euro symbolique. L'euro symbolique est devenu ma marque de fabrique ce soir. Cette démarche ne nous permettra pas de respecter la loi SRU, mais elle nous aidera à neutraliser une partie de l'amende. Cette amende qui est de 313 000 euros, et donc une partie sera compensée par ce manque à gagner. Donc je vous demande de décider et d'autoriser l'acquisition de cette maison pour 200 000 euros hors frais de notaire et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte de vente et les documents nécessaires. Merci. Y a-t-il des questions ? Nous passons donc au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est donc à l'unanimité que la ville va pouvoir acquérir cette maison.
Et la suivante, Monsieur Lambret. Que ce soit au début ou à la fin, c'est toujours très rapide quand je passe. Donc maintenant, on va parler de la cession de la Villa des Roses. Donc, merci. Au 220 avenue de l'Hippodrome. Donc ce bien qui a été légué à la commune en 2010 par Monsieur Bernard Claes, qui ne peut pas être transformé en musée ou lieu culturel accessible à tous malgré tous les efforts qui ont été réalisés par les différentes parties prenantes. Le 29 juin 2023, nous avons validé le principe de la mise en vente de la villa. Lors de la séance du 12 octobre 2023, nous avons décidé de gérer nous-mêmes le processus de vente pour assurer une transparence totale. Le service des domaines a fixé la valeur de la villa à 730 000 euros, avec une marge de négociation jusqu'à 620 000 euros, en tout cas à la baisse. Et nous avons reçu une offre à 890 000 euros de la part de monsieur et madame Bergerard. Les acquéreurs, d'ailleurs, nous ont déjà sollicité pour obtenir des images historiques afin de restaurer la villa au plus proche de son état initial. Donc, il nous est proposé d'entériner la vente de la Villa des Roses à monsieur et madame Bergerard pour 890 000 euros. Tous les frais seront à leur charge et la vente se fera sans condition suspensive. Y a-t-il des questions, des interrogations? Monsieur Mazereau? Ah, pardon. Donc, je pense que je reviendrai encore devant vous une fois, sans doute, pour parler de la Villa des Roses, et après, ça sera fait. Bon, voilà. Donc, il faut respecter tout un tas de procédures, toutes plus complexes les unes que les autres, et nous les respectons. Qui vote contre cette délibération? Qui s'abstient? C'est donc à l'unanimité que je pourrais signer cette vente. Et monsieur Lemthiri, qui lui est toujours dans ces eaux-là, à peu près, dans le conseil municipal, va prendre la parole. Merci, monsieur le maire. J'essaie d'être aussi bref que monsieur Lambret. Je démarre avec la décision modificative 1 concernant le BP 2024, dont dans le cadre de l'exécution de ce budget, il convient de procéder à certains ajustements d'inscription budgétaire. J'en préciserai quelques-unes et je reste à votre disposition si vous avez des questions concernant les autres lignes. En dépenses de fonctionnement, un travail qui a été lancé sur la mise en place de plaques de rue et de leur renouvellement pour la somme de 1 800 euros. Des travaux exceptionnels concernant le nettoyage et l'élagage de certaines rues pour la somme de 15 257 euros et quelques crédits supplémentaires pour des réparations, la nacelle et une navette pour la pose des LED pour 5 000 euros. En recettes de fonctionnement, le remboursement qui a été obtenu suite au sinistre émeute Pôle Animation, les locaux de la police municipale et l'école Louise de Bétigny pour la somme de 38 244 euros. Également la somme de 40 289 € pour l'incendie du City Stade et le remboursement de ce sinistre-là. Comptabilisation des intérêts sur les comptes à terme entre janvier et fin mai 2024 pour la somme de 17 650 € qui se rajoute aux 5 000 € que nous avons déjà obtenus en 2023. Et une notification de la FCTVA 2024 concernant des travaux qui ont été réalisés en régie pour la somme de 12 323 €. En section d'investissement, achat de 3 véhicules, toujours dans la même politique, transition écologique, donc rendre notre parc automobile plus écologique, moins polluant, également réduire notre facture de maintenance et de réparation, et réduire aussi la facture liée au carburant pour la somme de 14 100 €. Achat de matériel de sécurité et de santé au travail, pour la somme de 1 700 €, avec l'achat également d'équipements dans un jardin, le jardin République, 2 000 €, et la mise en place de 5 défibrillateurs dans différents bâtiments municipaux pour la somme de 9 800 €. Également des travaux de remise en état du City Stade, 81 200 € suite au sinistre. En termes de recettes d'investissement, une subvention obtenue, donc l'action d'intérêt local pour le jardin République pour la somme de 1 500 €, un acompte concernant la dotation de soutien à l'investissement local pour les menuiseries de certains bâtiments communaux pour la somme de 40 820 €, également un acompte qui a été obtenu de 50% en subvention de la MEL pour le projet de Bure-du-Buc
27 500 €. Et également les menuiseries de l'école de la musique pour la somme de 42 700 €. Pour rappel, le projet de menuiserie à l'école de musique est de l'ordre de 195 000 €. Donc je félicite les services d'avoir fait le nécessaire pour l'obtention de ces subventions et je m'en réjouis pour les mettre en délibération. Y a-t-il des questions, des interrogations? Merci aux services qui ont suivi les histoires d'assurance après les émeutes et puis les dégâts causés par quelques jeunes inconscients. Vous aurez quand même noté que remettre en état le City Stade, ça coûte 80 000 € et que les assurances nous versent 40 000 €. Donc c'est quand même une perte importante, et sans compter la non-utilisation par les jeunes de ce City Stade pendant des mois et des mois. Donc, on met, on voit cette délibération de décision budgétaire modificative. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc à l'unanimité qu'elle est adoptée. En même temps? Pardon? Tu veux mettre les placements en même temps? Tu veux que j'en fasse un à la fois? Oui, pardon. Oui, donc la question qui est posée là, c'est que les trois délibérations suivantes sont des placements de fonds, et donc Monsieur Lemthierry proposait de passer les trois en un. C'est une bonne idée. Merci. Donc la première délibération concernant la prolongation du placement qui a été de 1 292 000 €, qui a été mis en place à partir de juillet 2023 pour une durée de 3 mois. Comme vous savez, on prolonge 3 mois à chaque fois pour essayer de les mettre de côté en attendant de pouvoir les réutiliser. Donc ce premier placement, il provient de la vente de Nado. Le deuxième qui concerne 124 000 € et qui provient de la vente d'une maison abandonnée au 30 rue des Martyrs de la Résistance, ainsi que la vente de 3 véhicules. Donc également une prolongation de ce placement. Donc pour les mêmes taux également, 3,75% dont je vous parle, et pendant 3 mois supplémentaires à partir de septembre 2024. Et ensuite, la dernière, donc je m'avance aussi comme le maire sur la vente de la Villa des Roses. Donc la question a été posée parce que le placement se fait de manière sur tous les 3 mois. Donc pour éviter de perdre au moment de la vente ce placement-là, nous prévoyons de placer la vente de la Villa des Roses pour la somme de 890 000 €. Ajouter à ça la vente de, sans blague, 7 véhicules Kangoo pour 897 700. Donc nous espérons pouvoir les mettre à partir du 1er septembre 2024. Donc sur ces bases, il est proposé aux membres de procéder au placement, aux différents placements, à la prolongation également des 2 précédents, de souscrire à ce titre de placement de trésorerie sur un compte à terme qui est aujourd'hui de 3,75% et de fixer la durée de placement toujours à 3 mois pour que les fonds soient bien sûr disponibles en cas de besoin. Y a-t-il des questions, des interrogations sur ces placements qui permettent de ramener un petit peu d'argent? 57 000 € cette année. 57 000 €. Et j'ai eu le malheur à un moment de dire que c'est un rapporter des queues de cerises. Et depuis, l'adjoint aux finances se moque de moi en disant que ça fait des belles cerises. Donc, merci à lui d'avoir proposé ces placements. Donc ces 3 délibérations, donc les prolongations et le placement éventuel de la cession de la Villa des Roses et des voitures, je les passe d'un seul tenant. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est à l'unanimité qu'elles sont adoptées. Merci. Délibération qui concerne la rénovation des salles de sport. Donc la ville s'est engagée depuis 2022 dans d'énormes travaux d'isolation des bâtiments
et pour certains, l'installation de panneaux photovoltaïques. Ceci concerne par exemple les toitures de la salle des sports Georges Delfosse et Norbert Ségard qui sont en cours de rénovation. Le coût estimé de ce projet d'1 977 365 € hors taxes, ingénierie comprise. Nous avons sollicité une fois encore tous les organismes susceptibles de participer au financement et nous avons eu un retour positif du fonds de concours sport de la MEL pour l'octroi d'une subvention de 372 385,43 € qui représente environ 36,64% de l'assiette des dépenses éligibles. Donc, pour bénéficier de cette aide, le maire accepte de signer la convention d'attribution entre notre commune et la MEL. Et sur ces bases, il est proposé aux membres d'accepter les fonds de concours du montant de 372 385,43 €. Y a-t-il des questions, interrogations? Alors à la MEL, on a voté une délibération qui disait qu'on n'avait plus besoin de voter des délibérations en conseil municipal pour une fois que les subventions ont été obtenues. Mais manifestement, ce n'est pas encore entré en œuvre, donc nous votons pour accepter l'argent que la MEL va nous verser. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? C'est à l'unanimité, merci. La dernière délib me concernant, c'est le mécénat. Je souhaitais faire un petit rappel un petit peu de la démarche qui a été lancée depuis l'année précédente pour vous donner un état des lieux et un point d'avancement. Depuis plus de 6 mois, la ville a innové et a souhaité créer, grâce au mécénat, une relation avec le monde économique, mais également avec les habitants. On veut créer du lien. Nous avons désiré co-construire avec les habitants, les particuliers, les entreprises, des projets d'intérêt général et de rendre notre territoire plus attractif, plus résilient et plus solidaire. La démarche a été lancée en décembre 2023 avec l'aide et l'apport d'un citoyen, M. Schmitt pour ne pas le citer, afin d'engager une réflexion autour des projets que nous avons réfléchis, des projets concrets à fort impact pour les habitants lambersartois, avec pour objectif de répondre à 3 thématiques: le lien social, la transition écologique et la démocratie participative. Ces échanges ont permis de constituer un groupe au sein de la mairie, une cellule chargée de développer du mécénat. Elle continue d'avancer sur les aspects juridiques, communication, relations avec les entreprises, et j'en profite pour les remercier encore une fois du travail fourni depuis plusieurs mois. Parallèlement, nous avons adhéré à l'ADMICAL, donc une association du développement du mécénat, qui aura pour rôle de connecter notre ville à de potentiels mécènes, de nous accompagner et d'analyser également nos pratiques. Nous leur proposons d'intégrer le collège des personnalités qualifiées. En février, nous avons également créé et formalisé un fonds de dotation par facilité. C'est un outil de financement qui nous permet d'avoir de la souplesse dans notre fonctionnement. Ce fonds de dotation, il aura pour finalité de travailler avec les mécènes, de travailler avec les habitants et avec les entreprises. L'argent qui sera récolté par ce fonds sera utilisé pour les 5 projets. Que je rappelle, il y a éventuellement l'espace extérieur de la piscine, de l'exposition une exposition au Colisée d'une thématique choisie par les élus de la culture et les agents de la culture, également la réhabilitation et de la mise en place de certains éléments dans le Clos Saint-Pierre et également la navette pour personnes à mobilité réduite, une 2e navette qui sera mise en place pour le CCAS. Nous avons également constitué le conseil d'administration dans lequel 3 collèges vont travailler. Collège des mécènes, collège des habitants et le collège des personnalités qualifiées, avec également en parallèle la création d'une charte éthique qui permet de poser le cadre juridique, le cadre réglementaire, mais plus que ça, pour les élus, pour les agents et pour les mécènes. Je tiens à vous informer que les particuliers, depuis cette semaine, ont la possibilité de participer au financement via notre site internet pour la ville. Je remercie au passage M. Pirat pour son premier chèque, que j'échangerai bien volontiers par un don via notre site, ce qui permet de récupérer une attestation qui vous permettra de bénéficier d'une déduction fiscale. La prochaine mission des élus de la cellule mécénat serait de réaliser un travail de prospection auprès des entreprises et d'exploration,
je lance ce soir un appel aux potentiels mécènes qui peuvent soutenir ou participer au financement de nos projets à destination des Lambersartois et des non-Lambersartois. Cette délibération également, elle concerne aussi la désignation des élus qui peuvent siéger au fonds de dotation. J'ai sollicité l'équipe de M. Caudron qui s'est proposé de siéger dans le conseil de fonds de dotation et j'ai proposé également à l'équipe de M. Pira qui s'est proposé lui-même également de participer, et pas seulement par un chèque, mais également par de la compétence et sa présence. Sur ces bases, il est proposé aux membres de désigner par vote à bulletin secret conformément au Code général des collectivités, soit si le conseil municipal décide à l'unanimité de vote à main levée. Messieurs Kassem Lemtiri, Monsieur Emmanuel Magdelaine, Monsieur Christophe Caudron, Monsieur Pierre-Yves Pira en qualité de représentants de la commune qui siégeront au conseil d'administration du fonds de dotation. Merci. Y a-t-il des questions, des interventions? Bon, donc il n'y a pas la parité dans le collège des élus, là. Et on n'a pas placé le chèque de M. Pira sur un compte bloqué, là. On n'a pas le droit, c'est les sessions qu'on peut. Très bien. Qui s'oppose au vote à main levée? Bien, donc je vous propose que nous votions cette délibération à main levée. Donc pour désigner messieurs Lemtiri, Magdelaine, Caudron et Pira pour nous représenter dans le collège des fondateurs. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc à l'unanimité que cette délibération supplémentaire concernant le mécénat est votée. Merci à tous. Madame Leroy-Ledbeur. Bonsoir. Donc, toujours dans le cadre de notre projet de déprécarisation, il s'agit aujourd'hui de créer au tableau des effectifs 3 postes d'adjoints d'animation territoriale à temps non complet à hauteur de 427 heures, 2 postes d'adjoints techniques territoriales à hauteur de 1200 heures et aussi 2 postes d'adjoints techniques territoriales à hauteur de 317 heures. Toujours aussi dans le souci d'essayer de densifier les contrats, on propose de modifier un poste d'adjoint technique territorial à temps non complet et de le passer donc à temps complet à 1607 heures. Merci. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Chaque fois, on remet à jour les différents postes. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? C'est à l'unanimité. Merci. La suivante. Alors, il s'agit ici de donner mandat au Centre de gestion du Nord pour le lancement d'une procédure de mise en concurrence visant à conclure un contrat de groupe d'assurance statutaire pour les agents CNRACL ou Ircontec, en d'autres termes fonctionnaires ou contractuels, sachant qu'au terme de cette procédure et en fonction des résultats obtenus, que ce soit le taux, les garanties, les franchises proposées, la commune demeurera libre de confirmer ou non son adhésion au contrat. Merci. Pas de questions sur cette délibération qui a été évoquée en commission. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est à l'unanimité. Donc nous avons passé 16 des 21 délibérations de ce conseil municipal. Ne vous réjouissez pas. La 18e va prendre sans doute du temps et nous la passerons après que M. Caudron soit arrivé. Il m'avait prévenu qu'il serait en retard et qu'il souhaitait intervenir. Alors bien sûr, après, on ne va pas jouer aux cartes en attendant qu'il arrive. Si on a passé toutes les délibérations, on la passera quand même. Mais donc, M. Dumay, vous... Ah, même pas. Voilà. Alors là, quel sens du timing. Je pense qu'on va pouvoir l'applaudir. Bon, bravo. J'étais en train de dire qu'on allait vous attendre pour aborder la ZFE et M. Dumay va parler des box à vélo, puis de la ZFE. Donc, mais je disais à chacun de ne pas trop se réjouir sur le fait qu'on était déjà à la 16e et qu'il n'y en a que 21, parce que je pense que sur la ZFE, ça va être un petit peu plus long. Monsieur Dumay. Oui, la délibération, c'est sur modification du règlement d'utilisation des abris et box à vélo.
Et donc, comme vous avez pu voir à travers la ville, les nouveaux box à vélo arrivent et sont posés sur la voie publique. Ça fait 16 box. 16 box de 6 places, ça fait 96 places. Ça va satisfaire un grand nombre de besoins, pas tous, puisqu'on est de l'ordre de 160, 170 besoins exprimés par des habitants, sachant qu'on a arrêté les inscriptions à partir du 30 mai. Mais ça va quand même permettre de satisfaire beaucoup de demandes, et alors probablement pas ceux qui demandent 2 places ou 3 places. Là, probablement que la 2e place et la 3e place ne pourra pas être honorée parce qu'on privilégiera d'abord ceux qui ont une demande, une place. Et le critère de sélection, c'est la proximité par rapport à l'emplacement du box vélo. Donc le critère, c'est à 50, 100 mètres près. Alors la délibération, maintenant qu'on est bien en œuvre, la délibération qui est présentée, c'est pour mettre à jour le règlement d'utilisation et le règlement d'utilisation. Et la modification principale porte sur le fait que le contrat est conclu maintenant il est dit aux habitants qu'il est conclu jusqu'au 31 décembre 2026. C'est pour éviter ça fait quand même beaucoup de manipulations administratives avec les habitants. C'est pas 10 places, mais c'est 96 plus 50 actuellement, 60. Ça fait 150 habitants, 150 conventions à prendre à chaque fois avec les habitants, avec toutes les démarches. Et donc, c'est pour ça que maintenant, c'est conclu. Elles seront conclues jusqu'au 31 décembre 2026. Voilà, et c'est pour cette raison qu'il y a modification du règlement d'utilisation. Merci. Y a-t-il des questions, des interrogations sur cette modification? Donc, on la passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est à l'unanimité. Donc, maintenant, cette délibération sur la zone à faible émission. Monsieur Dumay va ouvrir le bal et nous la présenter. Les uns les autres pourront prendre la parole comme ils le souhaitent, le temps qu'ils le souhaitent. Mais voilà, c'est bien que la parole circule et qu'elle ne soit pas monopolisée, comme dirait Mme Gerbert en réunion de quartier. Et puis après, là je vois que c'est... on prend acte de la tenue du débat. On pourra faire un vote pour savoir si une majorité est pour, contre, s'abstient. Hein. De toute façon, c'est pas l'avis de la ville de Lambersart qui va changer la face du monde. Ça, c'est sûr. Et sans doute l'avis de la MEL sur la ZFE. Donc, voilà. Hein, je préfère tout de suite expliquer les choses. Après, on peut s'enflammer sur des débats. Hein, mais bon, sachons raison garder, ça ne va pas changer grand-chose. Monsieur Dumay, je vous passe la parole. Oui, donc la zone à faible émission est un dispositif réglementaire qui est destiné à diminuer les émissions de polluants atmosphériques, notamment dans les grandes agglomérations, pour améliorer la qualité de l'air, afin de réduire les impacts de pollution sur la santé des habitants, travailleurs, étudiants, touristes qui la traversent. Et dans ce cadre, la loi Climat-Résilience de 2021 a apporté des évolutions législatives imposant de mettre en place une ZFE au plus tard le 31 décembre 2024. Et devant couvrir la majeure partie de la population de l'établissement public de coopération intercommunale, donc pour nous, la MEL, pour les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Alors, lors de sa séance du 29 avril 2022, la MEL a adopté une délibération fixant l'objectif d'appliquer la ZFE sur la totalité du périmètre métropolitain aux véhicules arborant les vignettes critères 4, 5 et non classés. Toutefois, le 10 juillet 2023, le comité ministériel identifiait la métropole européenne de Lille comme étant un territoire de vigilance et donc cette obligation de ZFE ne s'appliquait plus. Et donc l'interdiction de circulation de véhicules non classés, donc l'interdiction de véhicules non classés sur le périmètre de la future ZFE. Alors face à des obligations nationales et réglementaires évolutives,
Et afin d'associer le public au choix d'un scénario, la MEL a initié une consultation citoyenne. Elle s'est tenue en janvier-février du début de cette année. Le bilan en a été tiré à la séance du Conseil du 19 avril 2024. Et à cette occasion, donc, la MEL, le Conseil métropolitain, a voté la poursuite de la procédure pour l'adoption d'une ZFE pour les véhicules non classés et puis ceux arborant des vignettes critères 5 et 4 sur l'ensemble du territoire métropolitain. Alors, quand on regarde la délibération, on voit que, donc, ce qui est rappelé sur la projection, là, l'accès et la circulation sont interdits en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour donc les véhicules qui ne sont pas classés, qui n'ont pas de vignette, qui ne peuvent pas en avoir, et ceux qui ont critère 4 et ceux qui ont critère 5. Ensuite, les véhicules concernés, c'est l'ensemble des véhicules motorisés, avec des dérogations. Et parmi les véhicules motorisés, les 2 roues motorisées ne sont pas concernés. Ensuite, le périmètre géographique. Les restrictions de circulation s'appliquent, c'est sur l'ensemble du territoire de la métropole, le périmètre qui l'entoure, donc, et elle inclut les axes structurants. Ensuite, des dérogations. Il est prévu des dérogations nationales et puis locales. Alors, dans les dérogations nationales, on peut dire que la plupart des véhicules de l'État ont une dérogation. Et au niveau local, alors, la proposition de la MEL, c'est les conducteurs qui sont en possession d'une carte passe-passe nominative ou d'un abonnement mensuel ou d'un abonnement annuel Ilevia ou d'un abonnement TER à jour. Il y a aussi une dérogation qui est prévue, qui est proposée, c'est les petits rouleurs dans la limite de 8000 km par an. Il y a aussi les véhicules dont le certificat d'immatriculation porte la mention collection. Donc ce sont des anciens véhicules, mais il faut qu'ils soient dits de collection. Et ensuite, il y a d'autres véhicules, ceux utilisés dans le cadre d'événements, de manifestations sur la voie publique de type festif, économique. Il y a les véhicules des commerçants ambulants, non sédentaires. Ensuite, des véhicules de plus de 30 ans d'âge qui sont utilisés dans le cadre d'une activité commerciale à caractère touristique. Il y a les véhicules de type camion-citerne, camion frigorifique, bétonnière. Les véhicules affectés aux associations agréées de sécurité civile. Voilà. Les convois exceptionnels, les véhicules automoteurs aussi. Ensuite, il est prévu des mesures d'accompagnement. Et donc, quand on lit la délibération de la MEL, c'est outre les dérogations, donc la MEL envisage la mise en place d'une aide complémentaire à l'aide de l'État pour le rétrofit des véhicules. Donc, c'est modification de leur motorisation. Et pour le rétrofit des véhicules et qui permet l'acquisition d'un nouveau véhicule. Je pense que c'est soit le rétrofit, soit l'acquisition du nouveau véhicule. Et cette aide, fléchée sur les publics en difficulté, s'appliquerait dans les mêmes conditions que l'aide de l'État et serait conditionnée à un accompagnement des communes. Voilà. C'est à peu près l'essentiel. Voilà. Et donc, la dernière ligne, c'est effet attendu, c'est diminution des émissions d'oxyde d'azote de 23% et diminution de 4% des particules fines. Voilà. Donc, on peut engager qui veut prendre la parole pour donner sa position, comme le disait M. le maire. Monsieur Caudron. Bonsoir. Et du coup, vous avez lancé le débat, mais j'ai pas entendu de position en tant que... Je vais la donner, mais je pourrais faire... Oui, enfin, on peut... Non, mais... Je l'offre d'abord à tout le monde. Ce que vous disiez au début, monsieur le maire, normalement, il me semble que les conseils municipaux doivent donner leur avis quand même. Enfin, j'ai compris ça. Après... toute position est utile dans le débat qui aura lieu à la MEL. Donc, la position d'un conseil municipal comme Lambersart, ça a du sens. Plus les démarches participatives qui sont en cours, la deuxième démarche participative d'ailleurs. Bon, voilà. Et à la MEL, enfin, je sais pas, je suis peut-être naïf, je sais pas si c'est fait. La décision n'est pas prise, parce qu'en plus, il y a encore ce débat, deuxième démarche, jusqu'au 21 juillet. Sur la première démarche, donc il y a eu déjà, si j'ai 40% des répondants
il y a une première démarche de la MEL cet hiver, 40% qui avaient fait le choix de n'accepter aucun des scénarios. Donc deuxième démarche actuellement. Et comme vous l'avez dit, Monsieur Dumay, en fait, on n'est pas concerné par la ZFE. Nous sommes la MEL, donc Paris, je crois, Lyon, Marseille, oui. Nous, on est, vous l'avez dit, une zone de vigilance. Bon, je pense que alors la qualité de l'air, elle s'est un tout petit peu améliorée. En tout cas, enfin, les chiffres font qu'on est une zone de vigilance. Donc, nous ne sommes pas obligés de le faire. Et moi, je voudrais ajouter l'aspect social. Enfin, il y a 600 000 véhicules donc, dans la MEL, le parc de la MEL, hein, de nous tous. Il y en aurait une quarantaine de mille qui seraient concernés par le projet ZFE. Et on pourrait, alors c'est des stats de MEL hein, d'ailleurs, il pourrait y avoir jusqu'à plus de 30 000 véhicules qui seraient exclus. Et malheureusement, ceux qui seront exclus, c'est ceux qui n'ont pas les sous pour changer de voiture. Hein, on peut dire ça. Parce qu'en plus, vous l'avez dit, c'est 24-24, 7-7. Donc, il y a une forme d'exclusion. En plus, le réseau de transport, il est ce qu'il est. Hein. On a un réseau de bus. Le réseau de tramway, c'est à 8 ans ou à 10 ans. Et donc, voilà, on peut dire que c'est un peu punitif. Notamment, je dis, parce qu'on parle d'aide, etc. Enfin, les voitures coûtent cher et c'est difficile pour un certain nombre de personnes de changer de voiture. Donc, c'est assez pénalisant, c'est de l'écologie un peu punitive. Moi, je suis assez pour, et ce qui fait, dans cette ville, moi, on l'a souvent dit, c'est bien, tout ce qui peut être incitatif, une piste cyclable, des sujets sur le vélo, etc. Donc, ça va, il y a bien une trajectoire et tout le monde est d'accord, moi le premier. Il n'est pas question de revenir en arrière, il y a une trajectoire, il y a des obligations, il y a 2030, il y a 2050. On voit quand même que même le haut comité ou le haut conseil du climat a montré que, à condition de continuer les efforts, on peut arriver aux chiffres de 2030 qui sont évoqués. Bon, donc il y a bien une trajectoire, il faut la maintenir. Maintenant, encore une fois, c'est un peu entre le punitif, et ça peut, la ZFE telle qu'elle est là, elle est punitive pour les gens qui n'ont pas les moyens. Et puis une écologie plus incitative et voilà, qui peut prendre un peu plus de temps. Voilà, donc moi, personnellement, parce que c'est des débats qui vont au-delà de tout, évidemment, chaque opinion est tout à fait estimable et respectable. Donc moi, à titre personnel, je suis plutôt pour un avis défavorable sur cette ZFE. Et je terminerai bien par une phrase de Georges Pompidou, « Arrêtons d'emmerder les Français ». Elle est connue, mais c'est vrai que si on n'est pas obligé de le faire, continuons nos efforts collectifs sans être punitifs, quoi. Je crois que j'ai bien résumé la chose. Voilà ce que je voulais dire pour le débat. Merci. Qui souhaite prendre la parole? Monsieur Pirat. Oui, mais bon, même si c'est pas ce que vous allez lire, j'ai une petite méfiance quand même, hein, je vous le dis. Hein. Attends, j'ai donné la parole à Monsieur Pirat et après. Non, interromps pour dire que on précède, c'est un débat. Donc, c'est à Monsieur Pirat de parler. Il faut voilà. Donc, pardonnez-moi, hein, moi, il me faut écrire, il me faut après lire ce que j'ai écrit. Alors, ça prend un certain temps, mais j'ai essayé d'être très clair. Donc, la MEL consulte les citoyens jusqu'au 21 juillet et on va se rapprocher beaucoup. Non. Si, c'est possible. Et les représentants de notre commune à cette instance devront se prononcer en octobre sur les contours de la ZFE-M à appliquer dès janvier 2025. Le débat dans les conseils municipaux fait partie des outils prévus par la MEL. Ne nous privons donc pas de nous saisir de cette opportunité pour permettre l'expression des représentants élus et ainsi de faire vivre la démocratie. On ne peut pas être contre une ZFE où les émissions de polluants se concentrent du fait de l'intensité du trafic automobile. C'est une question de santé publique. La pollution de l'air aggrave les maladies respiratoires ou cardiovasculaires et trouver une réponse urgente pour diminuer le nombre de morts liées à la pollution est une nécessité. Cependant, il nous semble important de souligner que le choix, tel qu'il nous est proposé par la MEL, ne le permettra pas vraiment et risque de ne pas susciter l'adhésion d'un nombre important de nos concitoyens qui y verront surtout une mesure coercitive pénalisant les familles aux revenus les plus modestes. Le choix proposé par la MEL concerne les types de véhicules
qui vont être autorisés à entrer ou non dans notre métropole, les aides, les dérogations, etc. Ce choix repose sur la graduation des vignettes critères, le moteur des véhicules les plus anciens étant fortement émetteur de particules. Ceux-ci seraient exclus, sauf dérogation, de la circulation dans notre métropole. Or, et on l'a souligné tout à l'heure, Monsieur Caudron, il se trouve que le plus souvent, ce sont des familles aux bas revenus qui possèdent ce genre de véhicules et ce sont celles-ci qui seront pénalisées. Nous avons pris le temps d'étudier le rapport sénatorial de 2023 sur la question. Il nous semble intéressant d'en souligner quelques mots de conclusion. Choc de l'offre en matière d'alternative à l'autosolisme. Autosolisme, c'est un néologisme qui veut bien dire être seul dans sa voiture, quoi. Moratoire jusqu'en 2030. Vignette d'éco-entretien dans le cadre du contrôle technique. Le Sénat ne va pas jusqu'à préconiser la gratuité des transports, mais nous affirmons que celle-ci doit compléter ce choc de l'offre. Cette gratuité existe déjà les jours de pic de pollution. C'est une preuve de sa pertinence et nous pouvons constater dans d'autres villes que cette mesure diminue effectivement le recours à la voiture. Concernant ce choc de l'offre, nous avons encore des progrès à faire localement, dans notre métropole, pour proposer une réponse de transport collectif adaptée aux familles qui, du fait des prix des logements et des loyers en métropole, et particulièrement dans notre commune, habitent loin des zones d'emploi et ne disposent que d'une offre de transport collectif restreinte. Un SDIT, schéma directeur des infrastructures des transports, plus pertinent, qui par exemple envisagerait de prolonger le tramway jusqu'à Comines. Des stations Vélib déployées par la MEL dans chaque quartier ou encore des arceaux pour attacher les vélos au coin de rue, à proximité des commerces ou encore des lieux de loisirs. Une ceinture ferroviaire ou des RER qui malheureusement mettront des années à voir le jour. Des lignes de bus ou navettes convergentes vers les lignes de métro ou de tramway, particulièrement au sein de notre commune. Des rames de métro qui ne soient pas bondées aux heures de pointe pour ne pas décourager ceux qui font les efforts pour laisser la voiture à la maison. Ou encore des parkings silos à la périphérie de la métropole, alliés à des navettes collectives, gratuites si possible, qui ramèneraient les personnes ou les visiteurs vers les lieux de travail ou touristiques au sein de la métropole, ce qui permettrait aux rues de notre commune de retrouver leur vocation première de desserte locale. Cela permettrait déjà que les personnes qui viennent de la campagne, même proches, mais mal desservies, de pouvoir rejoindre le centre-ville par les transports collectifs. Cela libérerait le stationnement au profit des résidents et de la desserte locale. On peut constater que le choc des offres n'est pas à la hauteur de l'urgence de la lutte contre les particules fines. Il ne l'est pas non plus face à l'urgence écologique et climatique. Dans un autre registre de solutions, si un effort existe quant au transport doux et actif, nous sommes encore loin du déploiement d'un réseau cycliste qui permettrait de se rendre à n'importe quel endroit de notre métropole en toute sécurité. Même s'il existe un encouragement à l'autopartage, il y a encore beaucoup de chemin à faire, à parcourir pour sortir de l'individualisme de la voiture. Mais nous espérons bien qu'un coup d'accélérateur, ou plutôt de pédale, sera donné à ces divers processus. De fait, même si la MEL envisage des aides ou des dérogations et si la loi nous oblige à nous prononcer, la situation abordée sous cet angle consiste plus à savoir si l'on exclut ou pas des centres-villes un certain nombre de citoyens n'ayant pas les moyens de changer leur véhicule. En fait, tant que l'alternative à l'autosolisme ou à la sédentarité motorisée n'existe pas, l'installation de cette ZFE ne répondra pas à la question. Tout au plus se contentera-t-elle de n'être qu'un simple encouragement au renouvellement du parc automobile sans offrir d'alternative aux usagers qui n'ont pas les moyens nécessaires pour l'achat d'un autre véhicule ou d'un véhicule électrique, solution elle-même discutable et onéreuse. Par ailleurs, si la ZFE a été pensée pour lutter contre les émissions de particules fines, on ne va pas jusqu'au bout de la logique pour les contrer, car il y a dans nos voitures d'autres émetteurs de particules. En effet, les émissions de particules issues de la combustion du carburant ne représentent qu'une partie d'entre elles. L'autre partie, pour moitié, provient de l'usure des pneus et des plaquettes de frein. Or, plus un véhicule est lourd, plus il use ses pneus
et ses plaquettes, et plus il émet des particules fines. De ce point de vue, un gros SUV pollue davantage qu'une ancienne petite Twingo bien entretenue. Avec la vignette critère, celle-ci serait pénalisée et pas le gros SUV. On constatera ici qu'une grosse voiture électrique n'est pas aussi propre qu'on le voudra le dire. De ce point de vue, il y a là aussi une approche inégalitaire qui nous semble préjudiciable. Au passage, il est utile de signaler que toutes ces particules viennent également polluer les réserves en eau que nous consommons, les fleuves et les océans, pour se retrouver au final dans notre chaîne alimentaire. La vignette critère n'est pas vraiment pertinente au regard de la lutte que nous voulons mener contre les particules. Il en irait différemment avec la vignette d'éco-entretien proposée dans le rapport du Sénat, mais ce serait peut-être encore insuffisant au regard de l'urgence. En fait, le choix tel qu'il nous est proposé est injuste socialement et environnementalement pas aussi efficace qu'on peut le penser. Pourtant, au regard des conséquences sanitaires de la pollution aux particules fines, il serait indispensable que nous soyons soucieux de proposer une dynamique politique efficace qui permettrait une forte adhésion de l'ensemble des habitants de notre métropole à la ZFE-M sans en exclure aucun. Pour notre part, nous pensons que la mise en place de la ZFE-M à l'horizon 2025, si elle ne repose que sur la vignette critère, aura une efficacité écologique et sanitaire réduite et sera injuste socialement, sauf si elle est accompagnée de la gratuité des transports collectifs. Si l'objectif est de lutter contre la pollution de l'air, nous n'y répondrons pas. Si l'insuffisance du choc de l'offre ne nous permet pas de répondre à l'urgence de la lutte contre la pollution de l'air, elle ne permettra pas, au-delà, de nous armer contre celle des gaz à effet de serre dans notre lutte contre le dérèglement climatique. Nous devons faire attention aux effets d'annonce qui laisseraient penser que tout reposerait sur une simple vignette. La solution n'est pas unique. Elle doit combiner les offres afin que chacun trouve une réponse adaptée à ses besoins et une réponse efficace écologiquement et sanitairement parlant. Pour notre part, nous attirons également votre attention sur les conséquences de la promotion de fausses solutions qui ne permettent pas de répondre aux problématiques actuelles. Cela ne peut que créer un climat de défiance à l'égard des politiques, et ça, au regard de l'actualité, nous n'en avons pas besoin. Merci, M. Pirat. M. Dumay qui voulait prendre la parole, je vous la donne. Non, c'était d'abord pour ajouter, j'avais oublié de dire que on est dans une période où il y a la participation réglementaire du public qui se déroule donc du 21 mai au 21 juillet. Donc le public est invité à s'exprimer sur ça. Et le complément, c'est que même si les communes de la métropole européenne de Lille font bien partie, que les communes ne font pas partie des parties prenantes à consulter obligatoirement, mais qu'on peut en conseil municipal débattre du sujet, même si il n'est pas obligatoire, parce que nous ne sommes pas une partie prenante, alors que la participation réglementaire du public se fait dans le cadre des parties prenantes. Voilà. Et sinon, après, je peux donner aussi mon avis. Voilà. Et donc, je rejoins beaucoup tout ce que vous avez dit. Hein, et je voudrais regarder à travers de deux approches. Une approche à l'intérieur de la métropole et puis une approche externe à la métropole. Alors, pour l'approche interne métropole, eh bien, effectivement, c'est 33 000 véhicules qui ne pourraient plus circuler à partir du 1er janvier 2025. Et donc, autant de familles, autant d'habitants. Donc, surtout des véhicules de personnes qui sont à revenus probablement trop faibles pour en changer, ou alors des véhicules aussi qui répondent à des besoins du moment. Je penserais par exemple à une famille qui a 1 ou 2 enfants qui vont quitter le foyer. Donc, il y a un moment où on est avec une grosse voiture et puis pendant 2-3 ans, on en a encore besoin. Puis après, on n'en aura plus besoin. Donc, il y aura un moment pour en changer de voiture. Mais là, c'est peut-être pas le bon moment. Voilà. Et donc, tous des gens qui, bien souvent aussi, donc c'est les pénaliser, et en particulier quand ce sont des personnes qui dépendent de leur voiture parce qu'ils ont des horaires décalés ou des trajets qui sont mal desservis par les transports en commun. Voilà. Et donc, il est évoqué une aide financière, mais probablement elle ne sera pas à un niveau suffisant. Et il est évoqué une dérogation faible kilométrage. Mais cela inclut-il les kilomètres qui sont parcourus hors de la métropole?
On dit 8000 km, mais c'est 8000 km où ça? Alors ensuite, j'ai aussi une approche, c'est externe à la métropole. C'est-à-dire que la métropole concentre sur son périmètre nombre de services et activités dans tous les domaines, la culture, le sport, l'université, le commerce, les administrations, les hôpitaux, les centres d'examen, l'aéroport, les gares TGV Ouigo, des bassins d'emploi. Et tout ça, c'est à disposition des habitants de la région tout autant qu'aux habitants de la métropole. Et donc pour moi, la métropole se doit de rester accueillante, ouverte à tous les habitants du territoire qui l'entoure. Et donc, ce n'est pas 30 000, 33 000 véhicules qui seraient concernés, mais probablement largement plus de 100 000 véhicules qui ne pourraient plus accéder à la métropole à partir du 1er janvier 2025. Et donc autant d'habitants et de familles pénalisées. Ensuite, le périmètre envisagé, en incluant zones périurbaines, autoroutes, enfin, centre-ville aussi, autoroutes et voies rapides, et ce qui n'est par exemple pas le cas des ZFE de Belgique, de Gand, de Bruxelles ou d'Anvers, où ce n'est pas les voies rapides et ce n'est pas le périurbain, donc c'est le cœur de ville qui est dans la ZFE. Et donc ce périmètre envisagé ne permet pas d'accéder au réseau métropolitain des transports en commun, puisque les lignes de bus, les lignes de tramway, les lignes de métro ne vont pas jusqu'à la limite métropolitaine. Elles s'arrêtent, avec très peu de dessertes d'ailleurs, dans les derniers villages qui entourent, qui sont au sein de la métropole, mais qui sont éloignés du cœur des grandes villes. Donc les points d'entrée dans la métropole, pour les 100 000, plus de 100 000 familles ou travailleurs, les points d'entrée de la métropole seraient accessibles seulement au niveau des gares extérieures du périmètre de la MEL, et donc avec des liaisons TER dont la métropole n'a pas la maîtrise. Et l'autre sujet, c'est que en ayant un périmètre aussi large, il ne permet pas non plus de relier entre eux des territoires du département du Nord, même du département du Nord entre eux, qui se situent de part et d'autre de la métropole, pour aller de Bailleul à Valenciennes. Ensuite, il n'est évoqué aucune aide financière, et même pas pour ceux qui, au quotidien, sont amenés à venir dans la métropole pour le travail, pour les études, et qui, compte tenu des horaires ou de leur lieu d'habitation, n'ont aucune alternative à la voiture qui soit humainement viable. Et ils font pourtant partie des forces vives indispensables de la métropole. Ensuite, si des dérogations sont envisagées pour les automobilistes occasionnels, mais encore ce n'est pas écrit, mais bon, si on en mettait, elles ne peuvent pas se faire, je trouve, en impliquant des démarches administratives préalables, sauf à accroître ce sentiment d'exclusion, de discrimination que ressentent si fort les habitants des territoires par rapport à Paris, mais par rapport aussi aux métropoles ou à la métropole de Lille. Et en plus, il arrive des fois où c'est sans le vouloir qu'on doit venir dans la métropole parce qu'il y a un parent qui est hospitalisé ou qu'il y a une grève de train. Ensuite, les effets attendus pour la santé, plus globalement pour l'environnement. C'est vrai que critère 1, critère 2, c'est meilleur pour le NOx, les oxydes d'azote, d'accord. Mais par contre, comme vous l'avez dit, pour les particules fines, ce qu'on appelle les particules ppm10 et ppm, oui, c'est ça. Eh bien, le roulage et le freinage, il est le même avec une voiture qui, soi-disant, ne pollue pas. Et en plus, comme elles sont plus lourdes et si elles parcourent beaucoup de kilomètres, eh bien voilà. Ensuite, mettre au rebut une voiture qui roule bien, c'est mettre en fabrication une voiture de remplacement, sauf s'il y avait, évidemment, il y avait des transports en commun suffisamment pertinents. Hein. Donc, c'est mettre en fabrication une voiture de remplacement, donc plus d'une tonne d'acier, de plastique, d'électronique. C'est mettre à la casse une vieille voiture ou bien l'envoyer ailleurs, comme par exemple en Afrique, pour y avoir autant d'effets sur la santé, sur l'environnement. Enfin, la consultation précédente a permis de recueillir l'avis de 4167 participants, c'était en janvier-février de cette année, et sur les 4167 participants, seuls 1546 participants
ont opté pour une ZFE telle qu'elle s'annonce là, véhicules non classés et arborant les vignettes critères 5 et 4 sur l'ensemble du territoire. Et ceux qui ont participé à cette consultation reconnaissaient bien souvent que la mesure d'accompagnement nécessaire serait le développement des transports en commun. Alors ce développement est engagé, mais il ne sera pas opérationnel au 1er janvier 2025. Voilà, donc pour toutes ces raisons, puis d'autres que vous avez bien exprimées, je suis très réservé sur ce dispositif. Voilà. Merci. Qui souhaite prendre la parole? Je viens. Oui. Monsieur Pirot. Bonjour, merci Gilles et tout le monde. Alors, on voit comme souvent, hein, quand on commence à parler d'écologie, hein, que c'est un domaine extraordinairement complexe, d'accord, qui touche tout un tas de domaines. Enfin, quand on parle des particules fines, hein, vous vous rappelez que pendant le Covid, où il y avait presque plus de circulation, on n'a pas vu de diminution notable et significative des PM10. Hein. Donc il faut savoir aussi ce qu'elle fait. Il ne faut pas oublier quand même, enfin, même si c'est complexe, autant le constat que la mécanique infernale là, pour arriver à mettre ça en place et arriver à le faire appliquer, moi je trouve que ce serait c'est extraordinaire. N'oublions pas quand même que les problèmes, enfin si on fait ça, c'est pas juste pour se faire plaisir ou pour rien. La pollution de l'air, c'est 30 à 40 000 morts par an en France. N'oublions pas qu'on ne fait pas ça juste pour se faire plaisir ou pour dire qu'on va faire plaisir à une norme. C'est 30 à 40 000 morts par an en France. D'accord? On ne peut pas rester là simplement les bras croisés en disant ça a toujours été comme ça et puis on va continuer. En disant c'est compliqué, on ne peut rien faire. Alors oui, c'est compliqué. Oui, quand on rentre dans les détails, on voit bien. C'est extraordinairement compliqué. Mais tous les cas ne sont pas les cas les plus défavorables. Je veux dire, quand on parle des gens, ceux qui habitent loin, ils ne peuvent pas faire le choix de venir ici. Moi, je vais prendre des exemples ici, à Lambersart. À Lambersart, il y a des personnes âgées qui ont 2 voitures, dont une très vieille, d'accord? Et pour avoir travaillé ce sujet-là. Et cette voiture qui sert à rien, enfin qui sert très très peu, d'accord? Avec ses coûts des 8000 km, on ne sait pas comment les contrôler. Mais ces gens-là, ils pourraient aussi faire le choix de prendre de l'autopartage. D'accord? Une autopartage, une voiture en autopartage, ça reste, on continue à rester mobile. C'est moins cher qu'une voiture qui vieillit sur la place publique. D'accord? Ça pollue moins. Donc, il y a des solutions. Il y a des solutions dont on ne parle pas assez. Hein. Il n'y a pas que les infrastructures, il y a aussi les changements de comportement. Je rappellerai aussi que dans la métropole, même si on a tout de suite l'image de celui qui habite très loin dans les web et qui vient travailler tous les jours en France, mais n'oublions pas que sur la métropole, 50% des trajets en voiture font moins de 2 km. 60 à 70% font moins de 5 km. Donc, je ne dis pas que tous ces gens-là, ils doivent passer à vélo, ils doivent passer en bus. Mais s'il y en a une partie qui fait un peu du chemin, oui, il n'y a pas que de l'infrastructure, il y a aussi du changement de comportement. On peut aussi rêver, on rêve d'un métro de partout. Il y a des gens qui me disent bon, il faudrait des parkings silos pour les voitures quand on vient, alors qu'il y en a. D'accord? Mais les gens continuent à dire qu'il en faudrait, même s'il y en a aujourd'hui. Il n'y en a peut-être pas assez, mais qu'il y en a. Donc il faut arrêter de vouloir toujours demander à l'État et à la puissance publique d'installer des trucs qui des fois existent, d'accord, pour dire il en ferait beaucoup plus. On peut aussi changer de comportement. Et alors après, ça c'est bien, moi je pense qu'il ne faut quand même pas rester les bras ballants en disant c'est trop compliqué et on ne va rien faire. On peut avancer sur tout un tas de domaines, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Même moi, j'ai un peu de mal à avoir une pensée assez structurée, je trouve, ce soir. Et je m'en excuse. Mais voilà, moi, en tout cas, je sais que quand je pense au nombre... vous parliez d'écologie punitive. Est-ce que de laisser ces 30 à 40 000 morts par an, et sans passer de tous les autres, parce qu'on ne fait pas d'écologie, est-ce que ce n'est pas ça d'être punitif pour les gens? Est-ce que de ne pas aider, de ne pas inciter la rénovation thermique des logements, est-ce que ce n'est pas ça qui est punitif? Donc moi, je ne suis pas d'accord avec cette écologie punitive, d'accord, et cette façon de la présenter, en tout cas. Et je pense qu'il faut avancer, et que si on avance, ce n'est pas pour rien, c'est pour la santé, c'est pour notre mode de vie, c'est pour notre vie à nous. Et c'est la vie du vivant. Enfin, il n'y a pas que nous qui vivons sur Terre. Il y a aussi des petites bêtes, des grosses, il y a des rampants, il y a des volants. Il y a plein de petites choses qui se promènent partout et qui ont aussi le droit de vivre. Donc je suis pour. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur Pirat.
juste répondre à ce que Antoine Pierrot vient de dire. Moi, je n'en disconviens pas, mais il faut encourager les changements de comportement. Et c'est ça qui manque. Et c'est ça qui fait que c'est une fausse solution qui est proposée. Donc, en fait, moi, je trouve qu'effectivement, l'enjeu de réduire le nombre de morts, c'est primordial. Et ça va au-delà, hein, parce que là, il y a un travail sur les particules fines. Après, on va aller sur le dérèglement climatique, etc. Et on va le payer de plus en plus cher, cette histoire-là. Et une mesure toute simple, qui serait la gratuité, qu'on ne payerait pas de façon aussi considérable que ce qu'on va payer après, je trouve que c'est quelque chose qui permettrait de répondre immédiatement à la situation et qui permettrait peut-être de réduire le nombre de morts liés aux émissions des particules fines. Monsieur Boas. Je ne vais pas être long, hein, je voudrais juste compléter et reprendre les mots de Madame. C'est justement une transition écologique désirable. Et c'est ce qui manque aujourd'hui dans cette proposition de l'AMEL. Ce qui est proposé aujourd'hui n'est pas désirable pour une grande partie des citoyens. Merci. D'autres interventions? Non? Bon. Bah, écoutez, je l'avais dit, hein, là, c'était la délibération de l'AMEL. Qu'est-ce qu'on pense de la délibération de l'AMEL, hein? Bon, on arrive bien sûr au transport en commun gratuit. Mais bon, cette délibération de l'AMEL, vous l'avez lu, objectivement, elle est mal née. Elle est mal née, pourquoi? Parce qu'il y a un préfet, le préfet Lalande, qui a exigé que la ZFE de Lille, elle inclut les axes structurants, la 1, la 25, la 22, enfin bon. Les villes qui nous ont précédés, et notamment en Belgique, aux Pays-Bas, autorisent qu'on puisse circuler autour de chez elles et qu'on puisse traverser ces zones sans obligatoirement s'être inscrit. Quand on veut rentrer en cœur de ville, oui, elle limite, mais bon, voilà, nous... Et donc, de fait, de toute façon, c'est impossible à mettre en œuvre. C'est impossible à surveiller. C'est impossible de pénaliser, de dresser des contraventions. Les dérogations qui sont là, c'est des dérogations pour tout le monde. Tous ceux qui vont avoir une voiture critère 4-5 vont jurer. Il sera impossible à vérifier. Bref, cette délibération de l'AMEL, je ne sais plus, Monsieur Caudron, on avait voté à bulletin secret, je crois, à l'AMEL, hein, donc on ne sait pas ce que les uns et les autres avaient voté, mais bon, je vais dévoiler mon vote. Moi, je m'étais abstenu, parce que cette délibération, c'est du gloubi-boulga. C'est, les gars, il faut qu'on fasse une ZFE. Ouais, tous d'accord, ouais. Mais derrière, il n'y a rien. Avec une MEL qui n'a pas voté, mais qui a décidé l'agrandissement de l'aéroport de l'Île-les-Quins. Donc sur le plan de la communication, oui, super, on va faire une ZFE, mais des délibérations comme ça, moi je vous en fais 10 par jour. Hein. C'est inapplicable. Ouais. Mais c'est inapplicable, voilà. Donc bon. Donc le débat a eu lieu. Monsieur Dumais a rappelé qu'on n'était pas obligé de voter puisque nous ne sommes pas partie prenante. Voilà. Si vous voulez, on peut faire un vote informel et il sera repris dans le compte rendu du conseil municipal. Je précise bien les choses. Hein. Si ça concernait l'intérêt d'une ZFE, je voterais pour dès demain. Je l'affirme et je pense qu'autour de la table, nous serions très nombreux à voter en faveur d'une ZFE.
et sans doute l'unanimité. Là, c'est cette délibération-là de la MEL, avec toutes ces dérogations, le fait qu'on ne sait pas combien on va mettre, combien, on parle des villes. On dit, tiens, les villes vont aussi abonder pour aider les gens à changer de voiture. Bah, tiens, allons-y gaiement, sans aucun critère et sans explication et sans engagement et sans rien. Enfin, bon, bref, je le redis, pour moi, c'est du vent. Et donc sur une délibération qui est du vent, moi, je m'abstiens. Je ne vote pas contre, ça serait lui donner trop d'honneur. Voilà, donc voilà mon point de vue. Néanmoins, on va procéder à un vote qui est informel sur qui est pour cette délibération-là, qui est contre, qui s'abstient sur la délibération de la MEL. Hein. On est bien d'accord? C'est pas sur l'écologie, les transports gratuits ou la ZFE. Hein. Qu'on ne nous prête pas des pensées qui ne sont pas les nôtres. Donc, sur cette délibération de la MEL, qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Oula. Alors, qui a compté? C'est Bertin qui compte. Monsieur Lambret, vous êtes le secrétaire de séance. Hein. Non, mais il faut compter. Alors, qui vote contre cette délibération qui nous est proposée par la MEL? Tenez le bras suffisamment longtemps levé jusqu'à ce que Monsieur Lambret nous dise c'est bon. Qui s'abstient? Ah, c'est bon, on va compter, on va compter. On s'entraîne pour un dimanche. Faut faire des paquets de 10. Oui, mais parce qu'il y a peut-être... Oui, il y a Madame Enoch qui n'est pas là. Je ne sais pas, elle a donné procuration. Nous ne l'avons pas reçue. Bon, enfin, ça ne va pas changer la face du monde non plus. Hein. Bon, donc... oui. Donc, 22 abstentions, 12 contre et une abstention. Merci. Nous prenons acte donc que ce débat s'est tenu, qu'il s'est soldé par un vote informel. Et nous passons, je rassure le public, à, je ne sais pas si ça va aller vite, les conseillers municipaux ont le droit de s'exprimer s'ils le souhaitent, mais il reste 3 délibérations. Et donc, Madame Lucot va nous parler de subventions exceptionnelles. Voilà, donc la ville a été saisie de 4 demandes de subventions exceptionnelles. La première demande a été émise par les amis de la ferme du Montgarin pour la réparation de leur four pour l'atelier porcelaine. Et nous proposons d'attribuer un montant de 500 € pour participer à cette réparation de ce four qui avait bien besoin, avec un certain nombre d'années d'ancienneté. La seconde association, c'est Lambersart Athlétisme. Comme chaque année, pour l'organisation des foulées, la ville doit passer par un club affilié à la Fédération française d'athlétisme pour organiser la course des foulées lambersartoises. Donc, nous proposons 6 500 € de subvention exceptionnelle pour cette organisation des 38e foulées lambersartoises en septembre prochain. Nous avons aussi proposé 1 500 € pour l'Iris Hockey, pour sa participation au déplacement lors des championnats et des phases nationales pour la saison de hockey en salle, puisque 5 équipes avaient atteint ce niveau et d'ailleurs 4 ont terminé champions de France. Et ensuite, la dernière subvention est pour l'association Waouh, qui a un projet pour la construction, dans le cadre du festival Microtopie, d'une cabane. En fait, il y a un certain nombre de villes, et je vais passer la parole à Monsieur Pierrot qui va plus le détailler, qui organise en fait un festival avec la construction de cabanes sur la métropole. Donc, comme toute association, nous avons reçu les éléments financiers et nous avons étudié, et pour que le montant demandé, 1 000 € correspondait bien aux besoins pour mener à bien ce projet du festival Microtopie. Donc, je laisse la parole à Monsieur Antoine qui
Monsieur Antoine Pirot qui va détailler. Donc, Monsieur Antoine vous parler des cabanes. Alors, c'est WAO et non pas Waouh. Parce que c'est WAO. C'est un collectif d'architectes qui mène depuis quelques années un concours national de jeunes architectes pour construire des cabanes éphémères dans l'espace public, pour questionner la place de l'architecture, des usages, des lieux, des sites et toutes ces choses-là. C'est assez intéressant. Là, cette année, ils ont décidé de sortir de Lille. Donc, on les retrouve à Lambersart, mais aussi à Bois-Grenier et autres, et même jusqu'à Dunkerque, cette année. Il y en a une là-bas. Et à chaque fois, ils font un appel à projet, enfin un appel d'archi. Deux archis ont été retenus, un à Rennes, un à Fribourg, un en Suisse, ou en Allemagne, je sais plus. Et qui vont faire une cabane en papier et carton compressé, qui va être construit là, le week-end le 6-7 juillet, sur la plaine du Colisée, qui va être installée jusqu'à ce qu'elle tombe peut-être en ruine ou en miettes, ou enfin on verra comment elle vit. Elle sera peut-être colonisée par les herbes. Et voilà, je pense que ça fait partie des gens qui questionnent la place de l'architecture et la place de ces constructions éphémères au sein de l'espace public. Donc je trouve que c'est quand même très intéressant et on a de la chance d'avoir cette cabane-là sur notre territoire, sur la plaine du Colisée, pour la fin de l'année 2024 et un peu plus, j'espère. Merci. Y a-t-il des questions, des remarques? Donc, je mets cette délibération avec ces chiffres de subvention. Les élus qui participent aux associations ne votent pas concernant leur association. Donc, qui vote contre cette délibération? Qui s'abstient? C'est donc à l'unanimité que ces subventions exceptionnelles sont accordées. Monsieur McDowell va nous parler d'hôpital. Pas du tout. En fait, j'aurais préféré passer après Kassem Lemtiri parce qu'il va être question d'économie. On doit changer cette année les serveurs virtuels de la ville. Si vous voulez savoir ce que c'est, vous venez me voir après le conseil, on va passer. Mais en gros, ce sont des machines qui contiennent la plupart de nos données, donc des données importantes. Mais ces serveurs virtuels sont bientôt plus sous contrat de maintenance, après 7 ans de bons et loyaux services. On avait prévu environ 120 000 € pour les remplacer, et finalement, il n'en faudra que 90 000. Comment c'est possible? Eh bien, c'est grâce justement à RESA, c'est une centrale d'achat du réseau des acheteurs hospitaliers, et c'est là qu'on se dit que vient faire l'hôpital là-dedans. Mais en fait, cette centrale d'achat était initialement effectivement réservée aux établissements hospitaliers, et elle s'est petit à petit ouverte à tous les établissements publics, dont les collectivités locales, et ils ont vraiment des bons prix. Il va nous en coûter 2 600 € pour adhérer et réaliser cet achat, mais ça vaut largement le coup, COUT. Et j'en profite pour signaler que dans le même type de démarche, nous systématisons désormais les achats de produits reconditionnés. Par exemple, les photocopieurs de toute la mairie et des écoles sont renouvelés cette année. Ils seront des produits reconditionnés. Les ordinateurs portables et fixes, on en a commandé récemment une quarantaine, sont aussi reconditionnés. Et ça permet de gagner 30 à 50% sur le prix, avec des conditions de qualité et de garantie qui sont tout aussi bonnes. Voilà des bonnes nouvelles, monsieur Lemtiri. Et donc, sur ces bases, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver l'adhésion de la ville de Lambersart à la centrale d'achat, le versement d'une cotisation de 600 €, d'autoriser la signature de la convention de services d'achat centralisée de l'accord cadre, acquisition de solutions d'infrastructures informatiques et prestations de services associés, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à prendre la décision de recourir au service de cette centrale d'achat en tant que membre adhérent, ainsi que tout acte y afférent. Merci. Des questions, des interrogations? Qui vote contre cette délibération? Qui s'abstient? C'est à l'unanimité. Et je pense que ça va être à l'unanimité. Peut-être je présuppose trop, mais... C'est pour des bonnes nouvelles en plus. Alors, donc ça concerne les paniers repas. Donc, depuis plusieurs années, la ville permet aux enfants contraints à une éviction totale d'un ou de plusieurs aliments
d'être accueillis en restauration scolaire avec un panier repas que fournissent les parents. Alors, ce service permet à ces enfants de se restaurer sur place en toute sécurité, en compagnie de leurs camarades. Ça permet également de soulager les équipes d'encadrement dans la gestion des allergènes, et puis ça rentre également dans une démarche d'inclusion scolaire. Alors, cette prestation intitulée encadrement panier repas est soumise à une facturation par la ville au même tarif qu'un repas facturé par le prestataire de la restauration, car il requiert une organisation particulière avec la présence d'un agent de la ville du début, donc de la prise du repas, jusqu'à la fin du repas. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il avait le même tarif. Alors cependant, ces paniers repas étant préparés par les familles, la partie préparation et livraison du repas n'incombe plus aux délégataires de la restauration et ne sont donc pas facturés à la ville, ce qui représente une réduction d'environ 35% du coût total d'un repas facturé par le délégataire. Reste juste à charge, en fait, la partie qui correspond à tout ce qui est frais de personnel, amortissement du matériel, les provisions et compagnie, qui reste identique avec ou sans panier repas. Alors, sur l'année scolaire 2023-2024, l'usager participe à hauteur de 48% du coût d'un repas, ce qui revient à une participation des familles à hauteur de 3 € par repas pour la partie donc hors préparation et livraison. Ces 3 € correspondent à une moyenne calculée sur l'ensemble des tarifs des quotients familiaux, hors les familles bénéficiant d'un tarif réduit, où là, de toute façon, ils sont déjà en dessous des 3 €. C'est pourquoi il est envisagé de diminuer le tarif de cette prestation encadrement panier repas. Et donc, de ce fait, nous proposons d'appliquer le tarif de 3 € par repas à compter du premier jour de la rentrée scolaire 2024-2025 aux familles lambersartoises et extérieures, dont un ou plusieurs enfants, des jeunes avec un panier repas, donc préparé par les parents, et qui ne sont pas bénéficiaires de tarifs réduits. Donc, sur ces bases, il est proposé au conseil municipal d'appliquer un tarif unique de 3 € par repas pour les enfants bénéficiant d'un panier repas qui sera mis en place à partir du premier jour de la rentrée scolaire. Merci. Des questions, des interrogations? Donc je soumets cette délibération au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est à l'unanimité. Donc l'ensemble des délibérations est passé. Le règlement intérieur du conseil municipal a changé. Les questions des élus peuvent être posées sans qu'elles aient été envoyées par avance. Je remercie néanmoins M. Caudron qui a posé une question et qui l'a envoyée à l'avance, ce qui permet de préparer la réponse. Et M. Caudron, je vous laisse poser votre question. Mais je remarque que Antoine Pierrot a dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. On s'est regardé avec M. Mdiri, parce que Antoine, tu as évoqué les incitations à la transition écologique, les aides à la transition écologique. En fait, la question, elle n'est pas très longue. Donc, c'est que le Code général des impôts permet aux collectivités d'encourager les travaux des particuliers en matière, justement, de rénovation énergétique, en proposant, et c'est là que ça se corse, pour M. Lemthierry, une exonération partielle ou totale, vous rendez-vous compte, de la taxe foncière. Bon, temporaire, c'est 3 ans. Donc, c'est une mesure incitative, évidemment. C'est quand même contraignant. Il y a un montant minimum de travaux, c'est 10 000 ou 15 000. Si c'est 10 000 dans l'année précédente, c'est 15 000 si c'est sur 3 ans. Pour des habitations, je crois, construites avant 2009, donc anciennes en tout cas, et pour évidemment certains niveaux de performance énergétique qu'il convient d'atteindre. Donc c'est principalement des travaux de chauffage, de fourniture d'eau chaude, bois ou énergie solaire, de pompe à chaleur. Et c'est ce que je fais. Je vais un peu plus loin que la question parce que j'entends déjà la réponse de M. Lemthierry, excusez-moi. Parce que finalement, le fil rouge du mandat, c'est la situation économique. Je vous le fais. La situation financière de la ville, la perte de la DSU et les déficits de logements sociaux, comme ça, on a fait le tour. Et on peut rajouter pour cette année la baisse des droits de mutation. Mais c'est vrai aussi, tout n'est pas noir, des bons niveaux de trésorerie, des placements, j'ai loupé, mais j'aurais voté, mais qui prouvent que la situation est escalée, mais des placements grâce à des cessions d'actifs, Nadeau à l'époque, demain la Villa des Roses. Et donc voilà. C'est 450 communes qui l'ont appliqué en France. Et ce qui serait bien, c'est au lieu de me dire c'est trop cher, c'est peut-être d'y réfléchir un peu. Si vous prenez une taxe foncière de 2 000 €, la partie ville, c'est 68%. Ça vous fait 1 300 €. Si vous divisez par 2, parce que vous faites une exonération à 50%, ça vous fait 600 ou 700 € par an. Oh mon Dieu, 600 ou 700 € pour un compte. Alors après, par logement. Après, est-ce qu'on en a...
Vous savez, on n'en aura pas 100 ni 50. Oui, alors évidemment, il n'y en aura pas 100 ni 50. Voilà ma question. C'est donc incitatif à la transition écologique. Et c'est tout le contraire de punitif. Hein. Voilà. Merci, Monsieur Caudron. J'aurais bien aimé que vous posiez la question avant le passage de Monsieur Pierrot, parce que sinon, j'aurais été embêté. Donc, pour contextualiser, mais vous l'avez très bien fait, Monsieur Caudron. Donc, cette question concerne des demandes pour des logements avant 1989, avant janvier 1989, pour qu'ils puissent bénéficier d'une exonération entre 50 et 100% de la taxe foncière, 10 000 euros sur un an, 15 000 euros sur les 3 années, avec une délibération, bien évidemment, des collectivités. Vous avez raison également de rappeler que c'est un tout petit pourcentage, plus d'1,3% des communes qui l'ont mis en place. Ce qui est vraiment très très loin, c'est ce que vous avez rappelé, c'est 450 villes, ce qui correspond à 10 000 demandes au total. Donc la demande, je remercie cet habitant qui a pu la poser. Malheureusement, l'exonération, voire même partielle, entre 50 et 100%, me semble délicate à mettre en œuvre. Vous avez rappelé la situation financière de la ville. Je ne cesse de le répéter depuis 2020. Cette situation ne nous permet pas d'écart sur les recettes. Les recettes de l'État, comme tout le monde le sait, continuent à décroître. La dernière a été confirmée en avril, la perte de la DSU de manière définitive d'1 470 000 euros, ce qui ne facilite pas d'appliquer ce type de mesures au niveau de l'Anversar. Alors que les dépenses ne cessent d'augmenter et malheureusement, ça nous oblige à adapter et encore une fois, d'ajuster nos ressources plutôt aux besoins. Ce qu'on répète depuis 2020, c'est que la situation dans laquelle on a trouvé la ville était tendue, avec des hausses importantes des dépenses, avec une stagnation des produits. Les indicateurs étaient dans le rouge. Ceci nous a alertés pour faire un travail d'économie budgétaire forcée pour une ville de 28 000 habitants pour permettre une CAF de dépasser les 600 000 euros qui étaient en 2020 pour atteindre les 3,5 millions en 2023. Parallèlement, nous avons adapté nos projets à cause des contraintes budgétaires, à cause des contraintes et d'augmentation de toutes les dépenses. Pour terminer, je rappelle aussi au passage que nous nous sommes engagés à geler le taux d'imposition, ce qui n'arrive pas à toutes les villes. Donc nous avons maintenu ces taux pour pouvoir ne pas encore pénaliser les habitants. Donc aujourd'hui, comme je le disais, à peine 1,3% des communes ont pu mettre en place ceci. Je n'ai pas eu le temps de faire le calcul sur une estimation de combien d'habitants pouvaient éventuellement envisager cette demande. Je le ferai, je vous le présenterai en commission finances ou pendant l'Europe en octobre. Je vous remercie. Merci, M. Caudron. Oui. Bon, après, ça pose d'autres questions. Bon, d'abord, c'est comment dire, une possibilité qui existe depuis 2007. C'est pas depuis 2 ou 3 ans. Donc, bon, ça aurait pu être pris avant, pourquoi pas. Ensuite, ça pose quand même la question sur laquelle je souhaite revenir. Et tout à l'heure, j'ai dit que l'État, c'était bien sur le QPV. Mais encore une fois, de ce que l'État fait porter aux collectivités territoriales. On peut parler de la police. Aujourd'hui, plus une ville ne peut se passer de police municipale à cause du désengagement de l'État. On peut parler de la santé. Il y a quand même des villes qui doivent construire des centres de santé pour des problèmes divers et variés. On peut parler de l'éducation, hein, des écoles, de tout ce qui nous est demandé. Bon, voilà, il y a un moment où c'est bien, mais à chacun son rôle. Donc nous, à notre niveau, bien sûr qu'on essaye, et tous, ici on le fait, de faciliter l'évolution vers une transition écologique qui aille dans le bon sens. On a voté la fois dernière, la fois d'avant, je ne sais plus, les panneaux photovoltaïques, enfin bon, bref, tout ça. Mais à un moment, il faut que l'État il prenne aussi ses responsabilités. Or, il me semble que pour gagner 10 milliards d'euros, on a quand même réduit sérieusement le plan vert qui nous a été vendu pendant 1 an ou 2. Hein, donc ça pose quand même la question à chaque fois de faire porter aux communes la responsabilité de certaines fonctions régaliennes de l'État. Donc, je ne suis pas très favorable au fait que... on supplée systématiquement.
Donc la réponse, c'est non. Et sans parler en plus, là, je ne sais pas bien comment on pourrait le mesurer, mais de l'effet d'aubaine. De personnes qui vont faire des travaux, qui se renseignent, on leur dit ah bah tiens peut-être ta commune elle fait cette exonération, renseigne-toi, mais je doute que ça soit très incitatif. Voilà, c'est une aide sans aucun doute, de là à ce que cette aide soit incitative, j'ai un petit doute. Donc y a-t-il d'autres questions pour clôturer? Monsieur Frappard. C'est une petite réflexion qui m'est venue, parce que je discutais avec des habitants de Canteleu, où ça, il y a le projet Canteleu.p, dont il y a eu les restitutions il n'y a pas longtemps. Et en fait, on se rend compte... Ça ne marche pas? Si. On se rend compte progressivement que les principaux... C'est mieux comme ça. On se rend compte que les principaux projets immobiliers qui naissent sur la commune aujourd'hui sont en train finalement de grignoter des espaces économiques d'anciennes usines, des fermes, des garages, etc. Ça touche beaucoup de transformations du patrimoine et de la mutation. Et moi, ça m'interrogeait quand même parce que faire la ville, c'est pas que faire des logements. C'est pas simplement les gens, quand ils vont arriver à habiter, vont devoir vivre dans la ville, consommer, travailler, se déplacer, etc., etc. Et donc, je m'interrogeais sur, je voulais alerter sur le fait qu'en fait, tout ce qui pouvait potentiellement être de l'activité économique et puis peut-être un jour faire des entreprises lambersartoises, des mécènes, finalement tout ça c'est en train d'être progressivement mangé par des projets de logement. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire pour redynamiser un peu autre chose que juste se loger et pouvoir ne pas faire que dormir à Lambersart, mais aussi y travailler et y vivre. Ça me paraît être un débat intéressant. Voilà, merci. M. Burlion, vous souhaitez répondre maintenant ou répondre au prochain conseil municipal? Maintenant, allez-y. Je rejoins assez M. Frappard sur ce point, mais après, sur l'exemple qu'il donne, la ville n'a pas son mot à dire. En fait, le zonage de la parcelle est un zonage mixte qui permet de l'activité, du logement et d'autres usages. Voilà, encore une fois, on ne peut pas surseoir à la propriété privée. Le terrain est acheté par un promoteur. Il développe du logement. Bien évidemment, il consulte la ville en fonction de ses besoins. Et on sait tous qu'on a besoin de reconstituer le parcours résidentiel des habitants de Lambersart. Mais je vous rejoins sur le fait qu'effectivement, une ville, c'est pas un dortoir. Il faut créer de l'activité. Mais ça ne s'instaure pas si facilement. Il faut que cette activité, qu'elle ait un sens dans le lieu où elle se trouve. Donc, il y a quand même la zone d'activité du Pont-Royal qui se développe avec sur le site TDF. Donc, il y a des bâtiments à usage de bureaux qui sont créés. Il y a la zone d'activité à la Cessois. Voilà, donc tout ne disparaît pas. Mais encore une fois, là, sur ce site, en l'occurrence, quelque part, la ville n'a pas été consultée sur la destination de ce lieu. Quand bien même, lorsque la vente s'est décidée, Point P a fait valoir son droit de préférence, puisque vous savez qu'un locataire peut acheter le bien dans lequel il est locataire, justement, prioritairement. Ce droit de préférence a été activé pendant 1 an, puis il s'est retiré. Donc Point P, c'est pas non plus un artisan, hein, c'est un groupe solide qui appartient à Saint-Gobain. Donc l'analyse qui a dû être faite, c'est que la pérennité de cette activité à proximité d'un autre lieu Point P qui est à l'Homme n'était pas viable dans les années futures et donc a retiré son droit de préférence. Voilà. Mais je vous rejoins sur le fait qu'une ville, c'est pas un dortoir. Merci. D'autres questions? Eh bien, nous pouvons clôturer ce conseil municipal. Merci à vous tous d'y avoir participé. Nous nous retrouvons le 17 octobre 2024, mais avant cela, dimanche, bien sûr. Donc, bonne soirée, bel été pour ceux que je ne reverrai plus.